avance. Le groupe EBRA, on commence par la réforme des retraites, Manon Bry, adoptée à l'Assemblée nationale hier après le vote de la loi organique et le vote de la première partie en passant par le 49.3. Est-ce que le gouvernement a remporté la première bataille ? Ils ont peut-être remporté une bataille, mais seuls contre tous, seuls contre les syndicats, seuls contre la majorité de la population, seuls contre le Conseil d'État et même littéralement seuls physiquement dans l'hémicycle hier au moment de l'adoption, puisque l'ensemble des oppositions ont préféré quitter la salle plutôt que faire face à leur mascarade où eux-mêmes avaient abdiqué complètement en disant mais de toute façon c'est bon, on est passé en force, il n'y a plus besoin d'avoir le moindre débat sur la question. Et je pense que c'est un terrible signal pour la démocratie, parce que ce qui m'a le plus choqué dans l'utilisation du 49.3, au-delà de révéler une 5e République à bout de souffle, c'est le fait que Édouard Philippe l'ait justifié comme pour mettre fin à une période de non-débat. Ce qui veut dire que pour lui, un débat dans l'hémicycle avec des parlementaires, c'est un non-débat. Et en vidant ainsi les mots de son sens, je pense que ça fait beaucoup de mal à la démocratie. Alors même, peut-être que Édouard Philippe était trop occupé à aller au Havre faire campagne pour les municipales, mais en réalité, le débat a été utile dans l'hémicycle, a permis de lever des lièvres, comme par exemple l'indexation du niveau des pensions des retraites sur un fameux indice d'activité de revenus par tête qui sort de nulle part. Vous n'êtes pas allé trop loin dans la stratégie d'obstruction. Est-ce que en déposant 30 000 amendements, c'était pas les faits recherchés, que le gouvernement, vous avez poussé le gouvernement au 49.3 ? On a poussé le gouvernement à débattre, à écouter l'ensemble des interventions. Et on ne débat pas sur 30 000 amendements. Bien sûr que si. Bien sûr que si, dans l'histoire, il y a eu beaucoup plus d'amendements qui ont été déposés pour d'autres réformes. D'ailleurs, la précédente réforme des retraites avait duré plus longtemps. D'ailleurs, j'avais entendu Gilles Legendre se plaindre que, écoutez, on en a débattu trop longtemps. Attendez, celui qui veut nous faire travailler plus longtemps jusqu'à 67 ans se plaint d'avoir débattu en moyenne 8 heures par jour sur une réforme qui implique des centaines de millions d'euros et qui concerne un quart de notre vie et l'avenir de notre système de protection sociale. Non, sérieusement, est-ce que votre stratégie était la bonne ? Maintenant que le texte a été adopté, est-ce que vous dites que votre stratégie était la bonne ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu moins d'amendements et plus de débats sur le fond ? Moi, je suis convaincue que notre stratégie était la bonne parce que, de nouveau, j'insiste, l'ensemble des prises de parole et de position de la France insoumise concernaient le fond, ont abordé la question de l'impact de la réforme des retraites sur les femmes, sur les agriculteurs, la question de l'indexation. Bref, elles ont abordé l'ensemble des questions qui étaient posées par cette réforme et ont permis de faire naître un débat de fond. Et je vais vous donner l'excellent exemple, le terrible exemple. Grâce aux députés insoumis, on a pu savoir par exemple que non, les retraites ne seront pas indexées sur le niveau de l'inflation et que nous serons toutes et tous perdants. Le texte arrive maintenant au Sénat, fin avril. A priori, qu'est-ce que vous attendez du Sénat ? J'espère la même pugnacité, la même combativité, parce que le gouvernement ne peut pas jouer la carte du 49.3 systématiquement. Donc j'espère que... Il ne peut pas l'utiliser au Sénat ? Donc j'espère que nos collègues sénateurs seront inspirés par l'action des députés à l'Assemblée nationale, insoumis, mais pas uniquement, ce ne sont pas les seuls. Vous y croyez vraiment ? J'ai un petit espoir sur... Il a l'air petit. Le Sénat qui promet un débat de fond, en tout cas. Moi, je suis aussi réaliste sur aujourd'hui la manière dont fonctionnent nos institutions de la Ve République. Franchement, ce serait mentir aux gens que de dire oui, le Sénat du jour au lendemain va bloquer la réforme. Mais je pense que sur chaque étape de cette réforme, il faut que le gouvernement entendent la colère des Français, entendent que nous serons toutes et tous perdants, entendent qu'ils ne peuvent pas faire un tel usage, un tel passage en force, passer du LBD dans la rue, ensuite au LBD parlementaire avec le 49.3 à l'Assemblée nationale, et donc au Sénat, qu'ils prennent autant de temps que nécessaire pour continuer à soulever les lièvres qui sont nécessaires et à poser toutes les questions qui méritent encore d'être posées. Un dernier mot sur ce sujet. Est-ce que pour vous, CGT et Force ouvrière ont eu raison de quitter la conférence de financement ? Bien sûr, ils ont eu raison de quitter cette conférence de financement. Quel sens y a-t-il à avoir cette conférence de financement alors que le gouvernement a déjà annoncé qu'il ferait des économies et que c'était l'objectif de cette réforme ? C'est l'équivalent de 2 000 € par retraité. Ça fait quand même cher, et ce, à partir de 2022. Donc on ne parle pas de quelque chose pour la génération 2004. On parle là, ici,
de ceux qui vont rentrer en retraite dans les prochaines années. Et donc, ils ont eu raison, parce que cette conférence de financement, à quoi sert-elle à partir du moment où la réforme est déjà adoptée? Donc, on se moque de nous, on s'est moqué des syndicats, ils ont eu raison de le faire savoir. Allez, on va passer au coronavirus. Bah oui, l'actualité sanitaire de cette semaine, de ces dernières semaines, de plus en plus cuisante en France. Est-ce que, pour vous, l'affaire est bien gérée? Est-ce que le gouvernement a pris des mesures suffisantes? Je pense que on aurait tort de chercher à polémiquer sur une situation aussi sérieuse que le coronavirus. Je suis pas médecin et j'ai entendu certains hommes et femmes politiques donner des leçons sur la manière dont on devrait le gérer d'un point de vue médical et sanitaire. J'ai pleinement confiance dans les institutions sanitaires pour le faire. Donc je pense qu'il faut suivre leurs recommandations. Je suis juste surprise quand je vois par exemple Bruno Le Maire découvrir que des entreprises multinationales peuvent en profiter pour spéculer et faire de l'argent et faire exploser le prix des gels hydroalcooliques par exemple pour les mains. Et donc, alors, il y a un encadrement qui est prévu. Le gouvernement s'est trouvé encadré, donc formidable, le gouvernement découvre l'encadrement. C'est terrible qu'il ait fallu attendre cette crise pour découvrir la nécessité d'encadrer, pour découvrir aussi la nécessité de la réquisition sur les médicaments. Nous, ça fait des années qu'on demande un pôle public du médicament et la crise sanitaire qu'on vit avec le coronavirus en démontre la nécessité. Donc j'espère que ces décisions qui sont prises dans l'urgence pourront inspirer la politique du gouvernement à l'avenir. Sur le plan politique, est-ce qu'il faut toucher au calendrier des municipales? Tant que la situation sanitaire ne l'impose pas, non, parce que ce serait se servir d'une situation sanitaire pour en faire une situation politique. Aujourd'hui, la situation est évidemment à prendre au sérieux, mais vous n'avez pas un cas de pandémie avec des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de cas. Donc évidemment, chaque cas est à traiter sérieusement et il faut prendre l'ensemble des dispositions. Mais je pense que le gouvernement l'a annoncé et des précautions seront prises sur les municipales, mais à ce stade, il n'y a pas d'annulation qui est envisagée. Et ça a des conséquences aussi pour les députés européens. La session parlementaire qui devait se tenir à Strasbourg la semaine prochaine est annulée, déplacée à Bruxelles. C'est une bonne décision pour vous ? Je vous avoue que, pareil, j'ai pas envie de remettre en cause si c'est pris pour des questions sanitaires, mais j'ai assisté hier à la conférence des présidents en tant que présidente du groupe de la gauche européenne, avec le président du Parlement européen, où à l'issue de cette conférence des présidents, il nous a dit non, on maintient la session à Strasbourg. Et puis quelques heures plus tard, il nous a envoyé un texto pour nous dire en fait c'est décalé à Bruxelles, et sans nous dire d'un point de vue sanitaire qu'est-ce qui a changé dans la situation. Et vous avez du mal à la comprendre quand même. C'est d'autant plus qu'il n'y a pas forcément plus de cas en Alsace qu'à Bruxelles. Après, de nouveau, il y a peut-être des informations d'un point de vue sanitaire dont je ne dispose pas. J'espère juste que ce n'est pas utilisé et instrumentalisé pour mener la guerre contre le siège de Strasbourg, comme c'est régulièrement fait dans les institutions européennes. J'ai pas les preuves, donc de nouveau je suis prudente. Le maire de Strasbourg a fait un communiqué d'ailleurs en disant qu'il fallait quand même que les 12 sessions se tiennent comme prévu par les traités. C'est en effet dans les traités européens, et puis la question se pose. En fait, la prochaine session de Strasbourg, elle est fin mars. Je ne pense pas malheureusement que la situation aura radicalement changé du point de vue du coronavirus d'ici fin mars. Donc que faisons-nous? Annulons-nous purement et simplement les sessions plénières? Est-ce que on trouve des façons modernes de les tenir par téléphone? J'en sais rien. Mais je pense qu'il faut être un minimum cohérent dans les décisions qui sont prises en la matière. Allez, on va passer à l'actualité de l'Union européenne, justement. Et cette crise migratoire d'abord, Fabrice. Oui, absolument. La Turquie qui a ouvert ses frontières avec l'Europe, qui laisse passer des milliers de migrants et réfugiés. Une décision qui fait suite à un affrontement avec la Syrie. Faut-il se préparer à une nouvelle crise migratoire, selon vous ? Alors déjà, sur les mots, je suis vigilante. Moi, je ne parlerai jamais de crise migratoire, je parlerai d'une crise de l'accueil. La question qui est posée, c'est comment on peut accueillir dignement ces hommes et ces femmes. Parce que ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que la Grèce et la Turquie se rejettent les migrants un peu comme si c'était des marchandises qu'on s'échangeait d'un pays à un autre. Mais juste... arrêtons-nous 2 minutes là-dessus. Ce sont des hommes et des femmes.
Ce sont des êtres humains avec des bras comme vous et moi. Ils n'ont rien de différent. Et aujourd'hui, non seulement jusqu'à présent l'Union européenne les laissait mourir en mer Méditerranée par manque d'assistance, mais là c'est encore plus grave. On a la Turquie et la Grèce qui directement intimident, voire s'en prennent à des migrants. Il y a eu des images terribles avec des gardes-côtes grecs qui ont tiré dans l'eau pour intimider et pour essayer de faire chavirer des embarquements de migrants. Désolée de m'emporter un peu sur le sujet, mais je trouve que c'est une situation grave et je ne sais pas si vous avez vu les images des dirigeants européens, président du Parlement, président de la Commission, qui viennent en cow-boy à la frontière gréco-turque et qui utilisent un langage guerrier, qui parlent de la Grèce comme un bouclier. Je trouve que c'est abominable, c'est insupportable et c'est indigne. Mais que doit faire l'Union européenne? Est-ce qu'on peut accueillir tous ces migrants, tous ces réfugiés? D'abord, la vraie question qui est posée, c'est la question des accords de Dublin. Parce qu'à cause des accords de Dublin, l'ensemble des migrants qui arrivent sur le territoire grec doivent faire leur demande d'asile dans le territoire grec. Et donc, évidemment... Dans le premier pays d'accueil. Parce que c'est le premier pays où ils ont mis les pieds dans l'Union européenne. Alors qu'il faut une approche coordonnée. D'ailleurs, à ce titre, il y a une deuxième question qui est scandaleuse dans cette histoire, c'est que la Grèce a suspendu pendant 1 mois les demandes d'asile dans le pays. C'est contraire aux conventions de Genève, c'est contraire au droit international. Et puis, l'autre réponse que peut faire l'Union européenne, honnêtement, là, elle est en train de payer le prix de son irresponsabilité et de son sous-traitement de la question migratoire à la Turquie. Elle lui donne de l'argent, elle ferme les yeux sur ce que fait la Turquie et Erdogan en disant « on vous laisse gérer les migrants ». Là, elle en paye directement les conséquences et c'est ça aussi qui devrait être... Il ne fallait pas confier la gestion de ces migrants et l'étanchéité des frontières de l'Union européenne finalement à la Turquie. C'était une erreur? En tout cas, en sous-traitant de la sorte à la Turquie, l'Union européenne s'est fait prendre à son propre piège. Et donc, ça nécessite à la fois la nécessité d'avoir une approche coordonnée de l'ensemble des pays de l'Union européenne et d'avoir une politique d'accueil digne. De nouveau, on ne parle pas de millions de personnes, contrairement à ce qui peut être parfois dit par l'extrême droite ou par d'ailleurs la Turquie. On parle de milliers de personnes qui ont fui en général des guerres. Mais du coup, il faut revoir cet accord avec la Turquie pour Évidemment qu'il faut le revoir, parce que c'est une forme de lâcheté de la part de l'Union européenne, de dire on vous donne un peu d'argent, allez-y gérer, et puis au passage on ferme les yeux sur les exactions d'Erdogan, y compris en Syrie. Un mot sur ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian hier, le ministre français des Affaires étrangères. L'Europe ne cédera pas au chantage migratoire exercé par la Turquie et ses frontières resteront fermées aux personnes migrantes envoyées par ce pays. Qu'est-ce que vous dites? Qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part de la France de monter au créneau et de se dire oui, on garde les frontières fermées. Et en fait, c'est autant de barbelés au pied desquels viennent mourir des êtres humains. Et que ça ne suffit pas d'avoir une politique ferme vis-à-vis de la Turquie, tout en continuant à leur donner de l'argent et en fermant les yeux sur ce qui se passe. Pour être clair, il faut tous les accueillir? Il faut que l'Union européenne les accueille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par faire jouer le droit international et donc faire en sorte que ces personnes-là puissent demander le droit d'asile, qui est encadré dans le droit international et le droit européen, et qu'elles puissent le faire en Grèce, mais pas seulement, parce que ce n'est pas à la Grèce d'assumer l'ensemble, en effet, de cette charge. Il y a 27 pays dans l'Union européenne, plus de 300 millions de personnes. Je pense qu'on est en capacité d'assurer cette mission. On a quand même un cas en Europe, le cas allemand, Angela Merkel, qui a annoncé il y a quelques mois accueillir 2 millions de migrants. Elle le paye cher aujourd'hui, politiquement, avec notamment une montée de votre principal adversaire politique, qui est l'extrême droite. Ça ne vous interpelle pas? Moi, je vois aussi une montée de nos partenaires en Allemagne, du parti qui fait partie de notre groupe de la gauche qui s'appelle le Die Linke, qui vient notamment de remporter les élections dans la région de Thuringe, qui était la fameuse région où les libéraux avaient fait alliance avec l'extrême droite pour gouverner la région. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit toujours forcément l'extrême droite qui soit gagnante. Et puis, sans vouloir polémiquer, Angela Merkel a peut-être eu une approche court-termiste sans penser sur le long terme comment on a une politique
à la fois d'accueil digne des migrants, mais aussi de lutte contre les causes profondes de migration, parce que c'est rarement un choix pour ces personnes-là de fuir la guerre, de fuir le dérèglement climatique, de fuir des troubles tels qu'ils soient. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut agir. Je ne suis pas sûre qu'Angela Merkel l'ait fait. Allez, justement, parce que vous parlez du dérèglement climatique, on va parler du climat. Ursula von der Leyen qui a invité Greta Thunberg au Parlement européen cette semaine. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est le signal de l'ambition écologique de la présidente de la Commission européenne? C'est de la com, très clairement. Et c'est Greta Thunberg qui l'a dit le plus magnifiquement et le plus clairement du monde possible. Une de ses premières phrases au Parlement européen était de dire « Notre maison brûle », ça c'est pas d'elle, on connaît la phrase. Et puis elle a dit « Notre maison brûle, vous êtes sortis de la maison, vous avez regardé le feu, puis vous êtes rentrés à l'intérieur de la maison, vous avez fini votre dîner, vous avez regardé un film, vous êtes couchés ». Et elle a regardé les parlementaires droit dans les yeux, et aussi Ursula von der Leyen, l'ensemble des institutions européennes, leur dire en fait les pompiers pyromanes, c'est vous. C'est vous parce que le même jour où elle était là, l'Union européenne, la Commission européenne présentait par exemple sa loi climat, qui était censée être la loi fixant des objectifs contraignants, ambitieux en matière climatique. La loi climat, pour préciser, c'est l'arsenal juridique qui va avec le pacte vert d'Ursula von der Leyen. Exactement. Qui prévoit une neutralité carbone d'ici 2050 pour l'Union européenne. Pour vous, c'est pas bien cette loi climat? On parle de neutralité carbone en 2050 avec aucun objectif de réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors que la science est très claire. Si on veut atteindre la neutralité carbone, alors il faut une réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Rien, aucune remise en cause des énergies fossiles. La preuve, le Parlement européen a voté il y a 3 semaines, pas nous, mais les libéraux et la droite, plus de 30 milliards d'euros de subventions aux énergies gazières, responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre. À cette même session, le Parlement européen a aussi voté un accord de libre-échange avec le Vietnam, augmentant le transport de marchandises de 20% entre le Vietnam et l'Union européenne. Vous voyez, la liste serait longue des contradictions manifeste entre, d'une part, les paroles et les discours de l'Union européenne et, d'autre part, les actes. C'est ça qu'est venu dire Greta Thunberg et je pense que ce serait une erreur colossale de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre. Je ne sais pas si c'est par cynisme ou par suivisme que l'ensemble de la droite et une partie même des socialistes ont ces politiques climaticides. Mais plus que jamais, il est temps de se réveiller. C'est fort climaticide, mais ce pacte vert... Oui, climaticide. Mais imaginez, on va regarder les générations futures, nos enfants, mais même moi, je veux dire, j'ai 30 ans. Si je vis encore 30, 40, 50 ans, on va vivre les impacts du changement climatique. C'est climaticide de financer des projets glaciers. C'est climaticide de voter des accords de libre-échange. Et c'est ce qu'a fait le Parlement européen. C'est ce que font les institutions européennes. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, depuis le pacte vert annoncé par la Commission européenne, il y a une formidable enquête de vos confrères de Libération qui ont montré à quel point les lobbies, notamment en faveur des énergies fossiles, sont extrêmement actifs au Parlement européen. Et malheureusement, la preuve est que le Parlement européen les a un peu trop écoutés. Allez, il nous reste 2 questions. Première sur les municipales, Fabrice. L'élection municipale, c'est le prochain rendez-vous électoral. Vous êtes en campagne dans plusieurs villes, dont certaines sont déjà tenues par le Rassemblement national, Béziers, Avignon, Fréjus, qui est votre ville de naissance. C'est une tournée anti-Rassemblement national. Vous êtes inquiète par rapport au Rassemblement national? Alors, Avignon qui n'est pas tenu par le Rassemblement national. Le Rassemblement national est très élevé et est arrivé premier aux dernières élections européennes à Avignon. Oui, j'assume d'être inquiète et j'ai fait aussi ce choix d'aller particulièrement soutenir ceux qui essaient de construire une alternative sociale et écologique et d'offrir une réponse à finalement, c'est le cas à Avignon, les 50 nuances de libéralisme ou l'extrême droite. Et oui, je suis inquiète parce qu'il faut le dire très clairement, le bilan du Rassemblement national dans ces villes, et je suis très bien placée pour le savoir à Fréjus où j'ai grandi, est antisocial. À Fréjus, c'est 2 centres sociaux qui ont fermé. Anti-écologique, à Fréjus, c'est 48 millions d'euros de vente de patrimoine public. C'est la remise en cause de la base nature, qui est un espace nature au bord de mer. Et pourtant, le sortant est bien placé pour l'emporter. Il est bien placé parce qu'il y a une vraie politique de clientélisme de la part du Rassemblement national. J'assume de le dire. Il y a aussi une attitude antidémocratique et de musellement de l'opposition. J'en ai fait les frais d'ailleurs. David Racheline, le maire Rassemblement national de Fréjus, m'a poursuivi en justice et la mairie a dépensé plus de 700 000 € pendant ces 6 ans de mandature pour des frais de justice payés donc par les deniers
et par l'argent public des Fréjussiens, tout ça pour poursuivre les opposants. Allez, une dernière question, Fabrice. Oui, pour terminer, vous êtes très engagé dans la défense des droits des femmes. Qu'avez-vous pensé de la polémique Polanski ? C'est le César de la honte, il n'y a pas d'autre mot. Vous seriez parti, vous ? Évidemment, je serais partie, je me serais cassée, comme on dit maintenant. Et je vais vous dire assez franchement, j'ai été choquée par le silence coupable de certains responsables politiques qui n'ont, pour certains, eu aucun mot pour dénoncer ce César de la honte attribué à Polanski, qui est quand même un violeur condamné par la justice et qui a même fui la justice, mais même y compris à gauche. Ces pudeurs de gazelle sont aujourd'hui inacceptables à l'heure où une enquête, par exemple, a montré que près de 90% des femmes ont subi des pressions pour avoir des rapports sexuels. Donc la meilleure réponse, c'est de se lever et de se casser, comme l'a dit Virginie Despentes. Alors je ne vais pas me casser là tout de suite, mais dans quelques secondes de ce plateau. Et la meilleure réponse sera aussi dans la rue ce 8 mars pour la journée du droit des femmes. Mais la bataille ne se fera pas qu'en ce 8 mars. Et certains responsables politiques, des hommes en particulier, feraient mieux de se regarder un peu dans la glace et de se poser des questions sur ce silence coupable. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Manon Aubry d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice.